Dernière question. Oui, bonjour Monsieur Klein. Une simple question pour revenir au sujet de ce soir. Pourquoi a-t-on baptisé, pourquoi et où, comment a-t-on baptisé la théorie de la relativité restreinte puis générale, alors que ce que vous n'avez expliqué encore ce soir, c'était de mettre en avant, en lumière justement, cette invariante qui est la vitesse de la lumière? Très bonne question. Alors, c'est une question tellement importante qu'il y a un chapitre entier de mon livre consacré à cette question. Mais en effet, théorie de la relativité, c'est l'appellation la plus désastreuse qu'on puisse imaginer. Einstein lui-même ne l'a pas baptisé comme ça. Dans l'article de juin, il ne parle pas du tout de relativité. Ça a été baptisé relativité par Ehrenfest, un physicien autrichien au départ. Et c'était un malentendu, en fait, parce qu'Einstein lui-même disait qu'il aurait dû appeler sa théorie la théorie des invariants. Parce que la théorie de la relativité vous dit ce qui ne change pas quand on change de référentiel. Donc c'est une théorie de l'absolu. Le premier qui a compris ça, c'est Bachelard, philosophe français, qui a écrit un article en 1932 dans lequel il dit « La théorie de la relativité est une théorie de l'absolu ». Mais le mal était fait, en fait. C'est-à-dire qu'à partir des années 20, notamment en France, on a présenté la théorie d'Einstein comme une caution scientifique du relativisme, avec l'idée que c'est une théorie qui dit que tout est relatif. C'est une phrase absurde, hein, tout est relatif. C'est une phrase qui est fausse, et en plus elle est auto-contradictoire. Parce que s'il était vrai que tout est relatif, il serait relatif que tout est relatif. D'accord ? Donc c'est une phrase stupide. D'accord ? Et quand Einstein s'est rendu compte que sa théorie était mal interprétée et qu'elle servait de caution à l'idée que tout se vaut, que c'est la subjectivité de l'observateur qui détermine les résultats des mesures, il était pris de panique. Il a essayé de corriger les erreurs qui étaient faites. Notamment, quand il est venu à Paris, il y a un critique d'art français qui a expliqué que le cubisme était une illustration artistique de la relativité. Que pour comprendre un tableau de Picasso, il faut demander à plusieurs observateurs, Pierre, Paul, Jacques, Jules, qui vont chacun voir des choses différentes. Et c'est en combinant leurs impressions respectives, en les cumulant, qu'on produira une objectivité du tableau. Einstein voit ça, il écrit une lettre que je cite à ce monsieur en disant « Vous n'avez rien compris à la relativité, c'est pas le fait, c'est pas un subjectivisme. La relativité ne dit pas que c'est Pierre ou Paul qui fait la mesure des durées, ça va donner des résultats différents. Si Pierre et Paul sont dans le même référentiel, ils vont faire exactement les mêmes mesures. » Mais voilà, aujourd'hui encore, la relativité très mal comprise, elle est vraiment considérée comme un relativisme. Plus ça va, plus j'entends la phrase « tout est relatif ». Et le pire, c'est que on la présente non pas comme une révolution, ce qu'elle est, mais comme une évolution. C'est-à-dire dans beaucoup d'ouvrages, notamment de philo, on décrit la relativité d'Einstein comme une évolution par rapport à la théorie de Newton. C'est-à-dire qu'on l'a dit dans les mêmes termes que ceux que Newton utilisait, en montrant simplement qu'il y a une petite différence qui tient au fait que le temps aurait une vitesse d'écoulement. Ce qui est absurde, parce qu'une vitesse d'écoulement, vous voyez, une vitesse d'écoulement, une vitesse du temps, c'est quoi? Sachant qu'une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. La vitesse du temps, c'est quoi? C'est le temps dont le rythme d'écoulement varie par rapport au rythme d'écoulement. Ça n'a pas de sens. La notion de vitesse d'écoulement du temps n'a pas de sens. Mais dans les bouquins de philo, moi j'ai un fils qui était en terminale l'an dernier, j'ai ouvert son bouquin de philo, il y a un petit chapitre sur la relativité, dans lequel on dit Einstein a démontré que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. J'ai dit à mon fils, bon, laisse tomber, tu ne me connais pas, si tu t'as ça au bac, tu répètes la phrase, mais c'est absurde cette phrase. D'abord, la vitesse d'écoulement du temps, ça n'a pas de sens, je l'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a compris, mon gamin? La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans cette salle, avec ma montre,
Je mesure que pour lire ce livre, il faut 3 heures. Très bien. On me propose de partir dans une fusée qui va m'emmener très loin d'ici à 150 000 km par seconde, la moitié de la vitesse de la lumière. J'emporte avec moi un livre de même taille. J'emporte avec moi ma montre. Je suis dans la fusée. Je me souviens de la phrase. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Je suis en déplacement dans l'espace. Donc la vitesse d'écoulement du temps, pour moi, va être différente de celle qu'elle était dans cet amphi. Et donc pour lire un livre de même taille que celui-ci, il me faudra plus que 3 heures, ou moins que 3 heures. La phrase ne dit pas dans quel sens ça va jouer. Voilà ce que comprend mon fils. C'est-à-dire que la vérité, c'est que dans la fusée, il me faudra 3 heures. Parce que la théorie de la relativité vous dit que le mouvement est comme rien. Donc quand je suis dans la fusée, tout se passe exactement comme si j'étais ici. Voilà. Alors il y a quand même une différence entre Galilée et Einstein de ce point de vue-là. C'est que pour Galilée, quand je reviens de mon voyage, ma montre est synchronisée avec la vôtre qui est restée ici, alors que pour Einstein, quand je reviens, vous êtes tous morts depuis très longtemps. Merci. Je reconnais que ça fait une différence. Merci.